Bon après-midi, on poursuit avec ces conférences, que vous soyez en direct sur mysefia.com ou en différé. Bienvenue, bienvenue à notre public qui respecte bien sûr les mesures sanitaires. Comme je le disais à l'instant en off, quel plaisir de vous retrouver ici en chair et en os pour ce premier salon français, premier salon, le CEFIA. Et nos invités enchaînent les conférences avec notamment Fabrice Pelletier, que l'on retrouve immédiatement, expert design et packaging, avec cette nouvelle conférence, l'emballage demain, avec ou sans plastique, face aux nouveaux enjeux environnementaux et aux exigences des consommateurs. Cela doit changer. Fin de la mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique d'ici 2040. Je parle sous votre contrôle, Fabrice. Les fabricants vont proposer des alternatives durables et vous allez nous en parler. Donc on vous écoute durant ces 30 minutes. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça fait bizarre. Je crois que ça fait 1 an que je n'ai pas fait une conférence devant des gens. J'en ai fait plein devant mon écran, mais pas devant des gens. Donc c'est un vrai plaisir. Alors effectivement, cette petite phrase sur la loi AGEC qui vise une interdiction des emballages plastiques à usage unique en 2040 a fait, je pense, frémir beaucoup de gens, notamment nos exposants qui font du plastique, et puis surtout les metteurs sur le marché qui se disent mais dans quoi je vais bien emballer demain mes produits, puisque finalement ça marche bien, ça fonctionne bien, ça protège, et c'est interdit dans 20 ans maintenant, 19 ans si je calcule bien, mais peut-être même avant, puisqu'il y a des marchés qui ont pris ça bien avant, notamment les acteurs des fruits et légumes, puisque les acteurs des fruits et légumes, pour certains fruits et légumes, donc de moins d'1,5 kg, c'est pas en 2040, mais c'est à la fin de l'année. Ou alors, si vous voulez être un peu plus optimiste, au début de l'année prochaine. C'est pareil, il y a un jour de décalage. Donc il faut qu'ils s'y mettent, ou en tout cas j'espère qu'ils s'y sont mis. Alors, derrière ce mot interdiction des emballages en plastique à usage unique, j'ai mis en gras usage unique, parce que en fait, c'est pas tant le plastique qui est visé, même s'il y a le mot plastique, c'est pas un gros mot, c'est l'usage unique. Et vous le verrez, c'est l'usage unique qui est visé. Et la loi AGEC, je rappelle, c'est la loi anti-gaspillage, économie circulaire, et dans la notion d'anti-gaspillage, pour en avoir beaucoup discuté avec Brune Poisson au moment où elle faisait sa loi, en fait, nos dirigeants ont considéré et considèrent que l'usage unique est le summum finalement du gaspillage, puisque en fait on utilise de la matière une seule fois, et derrière la loi AGEC, c'est ce que vous allez voir aussi derrière, c'est surtout de passer d'un usage unique à un usage multiple, c'est-à-dire de passer vers le réemploi et de réserver l'usage unique. Et c'est marrant de le dire, c'est lorsqu'il est nécessaire et indispensable. Peut-être ça vous rappelle les choses qui ont été fermées pendant ce Covid. Les commerces non indispensables ont été fermés, sacrifiés, et l'emballage unique non indispensable va être interdit. Donc c'est des nouvelles rhétoriques qu'on ne connaissait pas. Alors la loi AGEC, c'est le décret 3R, donc la réduction, c'est pas nouveau, puisque la réduction des emballages, elle date de la directive 94/CE, donc c'était au siècle dernier. On a réduit les emballages. Je rappelle qu'aujourd'hui, le tonnage des emballages mis sur le marché, malgré la croissance démographique, malgré la croissance de vos entreprises, il est moindre que le tonnage qui était en 94, parce qu'on a allégé les emballages. Mais en allégeant les emballages, on est arrivé à faire beaucoup de souples et de les rendre non recyclables. Donc on a allégé des emballages qui étaient recyclables, certes, mais on les a rendus pour beaucoup non recyclables.
Donc dans la loi AGEC, il y a de favoriser le recyclage, ce deuxième R, qui est en fait que là, et là, c'est pas 2030, c'est pas 2040, c'est 2030. En 2030, vous devez considérer que tout emballage non recyclable sera interdit de mise sur le marché, ou s'il n'est pas interdit, en tout cas, sera fortement pénalisé financièrement. Donc là, un petit peu cette fin de l'emballage non recyclable, et puis après d'aller vers le réemploi dont je parlais tout à l'heure, qui est de pouvoir... Alors le réemploi, c'est pas la réutilisation, le réemploi, c'est d'utiliser les emballages, de les ramener en boucle, de les utiliser pour la même fonction, c'est-à-dire de les faire re-remplir par le remplisseur, le metteur sur le marché. C'est pas le réemploi, c'est pas ce que vous faites à la maison en gardant une jolie bouteille et en vous en servant de carafe ou en prenant son pot de confiture bonne moment et pour mettre des clous et des vis. Hein. C'est bien pour remettre le même produit par l'industriel. Alors ça faisait moi comme vous, hein, ça fait un an que j'étais, même plus d'un an que j'avais pas vu un salon, donc je voyais un peu tout sur Internet. Donc ce matin, j'ai fait à fond mon tour, puisque je fais des tours innovation. En fait, je me suis rendu compte qu'entre le moment où j'ai écrit l'emballage, la révolution de l'emballage, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, et aujourd'hui, ça s'appelle l'émergence de nouvelles solutions. Et là, nous ne sommes même plus dans l'émergence de nouvelles solutions, puisque ces solutions, elles sont là. Il y a de plus en plus de fabricants d'emballage qui les utilisent. On en voit plein sur le salon. Alors, les cartons et papiers reviennent en force. Hein. C'est marrant parce que comme je suis masqué, les gens m'ont expliqué, donc je vais, et puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors on m'a expliqué qu'effectivement, les emballages des exposants, il y avait vraiment un retour des cartons pour avoir moins de plastique ou pas de plastique. Donc j'écoutais un peu les arguments de manière naïve, mais effectivement, vous allez voir dans les allées de nombreux emballages en papier et carton, mais qui ne sont pas du tout exempts de plastique. Ces emballages qui sont dans les technologies des briques alimentaires ou les pots qu'on peut avoir, je ne citerai pas les marques, mais vous avez quelques pots comme ça en carton. En fait, j'appelle ça des sandwichs de plastique au papier, c'est-à-dire que vous avez toujours du plastique à l'extérieur et à l'intérieur, parce que je rappelle que le papier est hydrophobe, n'est pas barrière, et qu'on fait des emballages pas uniquement pour contenir des trucs, mais pour protéger et pour conserver. Et pour protéger et conserver, aujourd'hui, on n'a pas autre chose, pour l'instant, que du plastique. Pour ce type d'emballage, bien sûr, il y a le verre, il y a l'acier, etc. Mais même dans des emballages en acier, il y a du plastique, c'est vous dire. Donc, le plastique est quand même là pour protéger avant tout, mais on en met moins. Donc vous allez voir, alors quand on est à 50-50, on ne le dit pas trop fort, mais à partir de moins 60% de plastique, moins 30%, donc là c'est la course au moins, si vous voulez, mais globalement, il faut savoir que ces emballages complexes vont se situer entre 70-75%, par exemple, pour une brique alimentaire de papier et carton. Le reste, c'est du plastique et un autre matériau, donc 20-25%. Et vous avez des pots à 80-20, 90-10, jusqu'à des sachets à 95-5, même plus. Donc, regardez bien le pourcentage. Et le pourcentage, le reste de plastique, c'est évidemment les fonctions barrières, les fonctions de protection du contenu. Donc, ça... On les voit apparaître. On voit aussi apparaître de nombreux, et il y en a aussi dans le hall 9 beaucoup, toutes ces barquettes qui sont des barquettes, encore une fois, à base papier, mais avec du plastique pour protéger, soit pour operculer, fermer, et pour protéger l'intérieur. Donc c'est soit de l'induction, pour faire simple, un vernis, mais un vernis de plastique, soit du pelliculage,
C'est une feuille de plastique qui est pelliculée. Dans tous ces cas, si vous voulez, le plastique est complexé avec le carton. Alors il y a deux possibilités. C'est de donner dans certains cas la possibilité au consommateur de séparer. On va dire, il va séparer. Bon, on le dit. En fait, il ne le fait pas. Il faut bien être clair. Les gens, même si c'est séparable, ils ne le font pas. Il n'y a que les très très bien élevés et très consciencieux qui vont le faire, et quand ils y pensent. Et puis vous avez donc tous ces emballages visent finalement à quoi essentiellement? Le meilleur argument, c'est qu'ils mettent moins de plastique et que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, l'allègement conduit à la souplesse. Donc l'emballage n'est plus porteur, parce qu'il a quand même cette fonction de pouvoir être solide, de pouvoir faire des palettes, de pouvoir être gerbé. Beaucoup d'emballages trop souples ont nécessité, pour les transporter, de faire de l'emballage secondaire supplémentaire. Donc en fait, on a déporté le problème. Mais là, avec ce type de barquette, on commence à avoir des solutions intéressantes qui visent à moins de plastique. Mais il est encore complexé et ça peut poser des problèmes dans les filières de recyclage, pas tant pour la matière papetière qui est récupérée, mais pour le déchet de pulpeur, c'est-à-dire du plastique qui devient un déchet résiduel du recycleur et dont il doit se débarrasser. Pour s'en débarrasser, il est incinéré au mieux, enfoui au pire. Vous avez les mêmes solutions, et là j'en ai vu aussi beaucoup, qui vont vous être présentées sur le salon. Ces solutions sur les sachets. Donc il y a deux types de sachets. Pour les produits secs, il y avait Nesquik, mais on en voit aussi beaucoup, d'avoir une induction. Donc on est sur du 95, 80, même 97, 3% d'induction plastique. Donc on n'a pas beaucoup de plastique, qui peuvent servir aussi à faire des produits surgelés. Et puis si vous voulez avoir une fenêtre, là on a un film forcément à l'intérieur qui est un complexe, et là vous avez beaucoup de solutions. Je rappelle que pour qu'un produit papetier aujourd'hui, pour qu'un emballage intègre la filière de recyclage des papiers, il doit être constitué à plus de 50% de papier et carton. Alors vous allez dire, c'est bien, non. En Belgique, c'est 85%, en Allemagne, c'est 95%. Et je ne pense pas, je parle sous réserve de Citeo, et ils diront, en tout cas, je ne pense pas que ce 50% va rester longtemps. On va remonter largement. Donc plus vous faites une fenêtre grande, moins vous avez de papier. Donc plus vous allez franchir le Rubicon de la non-recyclabilité. Alors aujourd'hui, ça va être des pénalités, demain, ce sera peut-être interdit. Pour régler ce problème de recyclage dans les papiers et cartons, comme on ne peut pas se séparer du plastique, on a dit on va faire aussi ce que j'appelle des formes hybrides, c'est-à-dire de mettre le moins possible de plastique à l'intérieur d'une barquette. Donc la barquette, encore une fois, carton, sert à la rigidité, à la communication. Et vous allez avoir du plastique, finalement, qui est un plastique extrêmement vierge, qui est séparable par le consommateur, mon œil, mais en tout cas séparable, et qu'il va falloir séparer pour pouvoir d'un côté avoir une structure papetière facilement recyclable, et finalement aussi un plastique vierge, mono, la plupart du temps, monomatériaux, qui va intégrer les filières de recyclage. Donc ça, c'est une solution, et là aussi on en voit apparaître énormément de solutions avec du pliage, avec du collage. Enfin, il y en a beaucoup, et j'en montrerai lors de mes tours innovation cet après-midi et demain. Ce
Ce qu'on voit aussi apparaître, donc il n'y en a pas, mais il y a beaucoup d'exposants ce matin qui m'ont dit qu'ils étaient interrogés là-dessus, c'est les paper bottles. Ben, les paper bottles, c'est les mêmes, c'est la même philosophie. C'est de mettre des poches souples à l'intérieur, donc des poches souples en plastique mono très peu transformées à l'intérieur de de coques qui peuvent être des coques en carton plié, collé, qui peuvent être des coques en cellulose moulée de papier, cellulose moulée de bagasse. Alors ce qui est intéressant aussi ces formules hybrides, c'est qu'elles permettent d'amener de la cellulose recyclée, puisqu'elle n'est plus contact alimentaire. Alors que c'est beaucoup plus compliqué quand on est un complexe. Donc, elles peuvent amener, parce que je rappelle aussi que la loi AGEC vous impose, metteur sur le marché, des quantités de plus en plus importantes d'intégration de matières recyclées. Et puis il y a le bag-in box, on en a parlé encore ce matin, quelqu'un qui est venu me voir pour me demander le bag-in box, comment je fais pour avoir un bag-in box recyclable. Pourquoi le bag-in box? Parce qu'il va se développer beaucoup avec le drive, il se développe avec le commerce en ligne. Ce qui est intéressant là, c'est ce produit, je l'ai acheté sur Amazon aux États-Unis, ça m'a coûté un avion de chasse pour le ramener, mais je voulais voir vraiment comment ça marchait. Et ça a vraiment arrivé comme ça, intact, c'est-à-dire le truc filmé avec l'étiquette. Et c'est un produit qui a été complètement pensé pour la vente par correspondance, qui est très fonctionnel et qui fonctionne bien. Il va falloir que derrière, on puisse aussi séparer et recycler, voire réutiliser. Un back-in-box pourrait être demain une solution de réutilisation, de réemploi de cette poche. Donc vous voyez que les papiers et cartons, dans cette révolution de l'emballage, reviennent en force, mais pas sans plastique. Arrêtons de dire, on n'y est pas encore. Il y a bien évidemment des possibilités sur la chromatogénie que j'explique dans le bouquin. On a 30 minutes, donc je ne peux pas vous... Mais qui vont arriver, si vous voulez, des nouvelles pour rendre les papiers... leur amener des propriétés barrières et d'étanchéité, mais on n'y est pas encore et ce n'est pas encore une évidence que ça sera mieux ou plus facile qu'avec du plastique. Alors le plastique, lui, il n'a pas du tout dit son dernier mot, bien au contraire, et le plastique, et là vous le voyez aussi sur les stands, il s'oriente vers... ces décrets 3R, c'est-à-dire se dire si je veux exister, je dois être recyclable. Pour être recyclable, il faut être recyclé, donc il faut intégrer une filière de recyclage. Donc les filières de recyclage, on les connaît, c'est des filières de monomatériaux. Vous avez une filière du PET clair, vous avez une filière du PE, vous avez une filière du PP, polyéthylène, polypropylène. Et vous avez des filières du souple qui sont en train de se monter. Donc il y a eu des guerres ces derniers temps entre... des fabricants de compotes, mais dans les deux cas, les filières de recyclage vont exister. Et on voit de plus en plus de souples aller en mono-PP ou en mono-PE pour intégrer des filières de recyclage. Mais aussi, vous avez toute une simplification, c'est-à-dire ce que j'appelle le monomatériau et du monocomposé des emballages, c'est-à-dire de simplifier tout ça, l'air d'Hammer, l'étiquette, le couvercle et le pot 100% en PET avec de l'enclavable pour faciliter le recyclage ou les simplifications monomatériaux. Donc le monomatériau, si vous êtes en plastique, il faut monomatériau monocomposé. Vous ne posez pas 150 000 questions, c'est vers ça que vous devez aller. Ensuite, pour être recyclable, moi j'ai 2 casquettes, je suis élu local dans mon village et je suis au bureau du CITOM, c'est-à-dire que je m'occupe vraiment de l'emballage du berceau à la tombe,
Alors avant, je faisais que du design, donc je disais que j'habillais le mort, mais aujourd'hui, je m'en occupe réellement puisque je suis, voilà, les déchets, je les vois arriver. Et nous, la problématique des déchets qu'on a, c'est quand même de savoir ce que c'est quand ça arrive, c'est de les reconnaître. Donc, pour recycler, il faut faciliter le recyclage. Et donc, il y a de plus en plus aussi de solutions qui sont des solutions. Les plastiques, c'est difficile à capter, notamment les plastiques colorés. Quand les plastiques colorés ne sont pas détectables par les traits optiques. Et là, vous avez de plus en plus de solutions sur le marché qui permettent de faire des emballages colorés, captables, détectables par le tri optique, ou les manchons thermorétractables aussi, qui vous permettent finalement de faire de la couleur, d'être détectable et d'enlever le manchon et d'avoir une source de matériaux extrêmement purs à pouvoir recycler, parce que recycler, pour recycler, il faut faciliter, il faut d'abord capter, puis il faut faciliter le recyclage, et pas que, il faut avoir aussi, in fine, une matière recyclée qui tient la route et qui n'est pas une matière recyclée qui finalement ne sert à rien parce qu'elle ne peut plus être utilisée. Alors la matière recyclée, la réintégration. Donc la réintégration de la matière recyclée, beaucoup en polyéthylène, beaucoup en polypropylène. Je rappelle non contact alimentaire, parce que c'est matériaux, en tout cas en recyclage mécanique, et qui vous amène d'ailleurs à pouvoir avoir du gris, des emballages gris. On les voit apparaître, vous le verrez tout à l'heure. Beaucoup sur le souple aussi. Donc le souple, on est plutôt à 50 post-consommation. Quand vous avez des taux de 100, c'est forcément que vous avez du déchet industriel pour assurer une bonne qualité. Mais bon, c'est pas nouveau, on le voit beaucoup apparaître. Ce que je disais, l'intégration de matières recyclées, donc en PET, on est à 100%, donc il faut accepter que ça a une teinte pas aussi cristalline. Donc on voit apparaître des nouvelles looks, jusqu'à des looks comme ces barquettes qui sont finalement qu'elles dépendent, la couleur dépend du flux de PET que vous mettez dedans, donc ça va se retrouver gris. En fait, en règle générale, si vous voulez, un matériau recyclé sorti d'un flux, il est plutôt grisouille, parce qu'en fait, toutes les couleurs mélangées et tout ça, ça nous amènera, mais petit à petit, il va falloir s'habituer que le gris, c'est le vert de l'emballage, enfin le green de l'emballage. The grey is the green. Après, vous avez les plastiques marins, donc on parle beaucoup, parce qu'en fait, il faut quand même savoir que la Loagec, tout ça c'est parti des plastiques marins. C'est qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait bientôt autant de plastique dans la mer que de poissons, qu'on mangeait du plastique. En plus, ça tuait des petits animaux, etc. Donc, c'est un petit peu ça qui a déclenché la single-use plastique, le bouchon attaché. C'est essentiellement pour les plastiques marins. Alors, le plastique marin, c'est une tendance, mais qui est un peu de communication. C'est pas, c'est du recyclage comme n'importe quel recyclage. Ce que je montre là est dans le bouquin. Enfin, Coca-Cola, il a fait 250 bouteilles. Mais bon, il y a quand même 3-4 millions d'euros de communication derrière, mais 250 bouteilles. Petit à petit, Windex, quand même, aux États-Unis, est 100% en plastique marin. Mais bon, plastique marin ou plastique, de toute façon, autant le recycler avant qu'il soit marin. Vous avez le plastique végétal qui fait beaucoup parler. Le plastique végétal, je rappelle que le plastique végétal, il y a du plastique végétal recyclable, aussi bien en polyéthylène, polypropylène. Il s'intègre dans la filière de tri actuellement qu'en PSE, en polyéthylène expansé. Et puis, il y a du plastique végétal non recyclable. Alors, certains sont compostables. Ces plastiques sont compostables industriellement ou home compost. Maintenant, la question est de se poser l'intérêt de mettre des emballages plastiques dans le compost. À Combloux, dans les pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie,
on a décrété que les emballages n'avaient rien à faire dans notre compost. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est des choses qui sont, même s'ils sont compostables, la place de l'emballage n'est pas dans le compost parce qu'on ne sait pas la quantité de pouillème qui va rester et qui va peut-être dégrader notre compost. Moi, j'étais très, très étonné un jour d'avoir un acteur du bio qui se bat comme un beau diable en délimitant des périmètres pour ne pas contaminer sa culture et qui me dit mais je voudrais le mettre dans des emballages compostables. Je lui ai dit mais vous accepteriez d'utiliser du compost qui a des emballages pour... vous savez ce que vous allez mettre dedans? On ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui ce qui restera. Et puis vous avez le remplacement du PET qui va être le PEF, qui est peut-être, qui est encore, qui est un plastique, un PET. Il paraît que ça sera encore mieux que le PET. Je n'en ai encore jamais vu, jamais utilisé, mais ça existe. Ensuite, il y a les nouvelles alternatives. Alors, j'en ai vu peu sur le salon, mais ces nouvelles alternatives, c'est... je sais pas, ça ne passe plus. Voilà, hop. Passe trop vite maintenant. Hop. Bon, c'est pas grave. Voilà, le bois. Donc le bois qui arrive, il y a un petit peu de fabricants. Donc le bois, et vous voyez que le bois, si vous voulez faire des aliments dedans, il n'est pas sans plastique. Finalement, c'est quasiment les mêmes technologies en bois que les technologies que je vous ai montrées en carton tout à l'heure. C'est la même chose qui fait que, in fine, problème de recyclage ou de un déchet plastique de toute façon à sortir. Donc il y a la barquette de Fleury-Michon, mais il y en a d'autres. Et puis il y a ce que fait Madame Blanchet. Dans le bois, vous avez aussi, c'est pas possible, ça part dans tous les sens. Voilà, dans le bois, vous avez aussi les comment ça s'appelle les composites. Alors les composites, c'est quoi? C'est un 25, 30, 20, 30, 40% de polyéthylène ou de polypropylène avec des coproduits. Les coproduits, ce sont des déchets par exemple des scieries, etc., enfin, des déchets de bois qui sont intégrés avec le polypropylène et qui vous font des composites, donc des nouveaux matériaux aux propriétés, vous allez voir, assez intéressantes, mais qui aujourd'hui ne dispose pas de filière de recyclage, et donc il faudra se poser la question aussi de ces coproduits, donc avec du bois, avec d'autres végétaux. Vous avez le blé, le végémate qu'on connaissait depuis longtemps, mais des noyaux d'olive, ou avec du chanvre, comme la bouteille, la green bouteille, donc des trucs vraiment intéressants parce que ça utilise en fait des matériaux, ça utilise moins de plastique. Voilà, c'est en développement. On n'est pas loin de la mer ici, donc vous avez les algues et les coquillages et crustacés qui permettent encore aujourd'hui aussi de faire des matériaux vraiment intéressants. Vous avez aussi la pierre, la craie, enfin le calcaire, mélangé avec 20, 30%, 40% de polyéthylène. Donc ça a été appelé avec un petit peu le papier pierre. Bon, c'est pas du papier, c'est du plastique avec des coproduits, mais c'est des nouveaux matériaux intéressants qui revalorisent finalement des ressources qui étaient des déchets. Moi, je trouve que ces matériaux sont peut-être assez intéressants pour le réemploi, puisque là, j'avais acheté une gourde avec 30% ou 20% de polyéthylène et des déchets de blé qui peuvent être vraiment intéressants, c'est solide. Voilà. Et puis après, je veux dire vraiment la phase 2, donc le début, on n'est plus du tout dans l'émergence de solutions. Ces solutions apparaissent, on est en train petit à petit de les tester, mais n'oubliez pas que la phase 2, ou en tout cas la révolution ne va pas se faire en un an. C'est pour ça que j'ai appelé ça première période. Je travaillais vraiment dessus pour voir ce qui se passe et je sais que ce qui va se passer, c'est que le réemploi, puisqu'on a des objectifs qui ont été avancés, 5% en 2023, donc on est quasiment à zéro.
10% en 2027, je crois, ou 25, je perds peut-être les dates, ouais, je crois plutôt 2027. Voilà, d'emballage réemployé. Donc le réemploi, évidemment, le verre. Le verre est un matériau historique du réemploi, une évidence. L'acier, l'aluminium, des nouveaux aciers qui sont des emballages, mais aussi le plastique. Quand je disais, n'oubliez jamais que le plastique le plastique ne doit pas plus aujourd'hui rimer uniquement avec usage unique. Voilà, il faut le faire rimer avec usage multiple. Donc il y a beaucoup de choses qui apparaissent, qui sont présentées dans le bouquin. Il y a quelques fournisseurs aussi, peu. Je m'attendais à plus d'usage unique. On essaiera dans les prochains d'avoir plus de gens du réemploi. Hein. D'ailleurs, il y aura des choses importantes à Lyon au mois de novembre sur le réemploi, parce que le réemploi sera aussi... On ne peut pas passer à côté. Même si c'est aujourd'hui insurmontable, même si ça peut vous paraître de la science-fiction, on ne passera pas à côté du réemploi. Il faudra, en tout cas, démontrer à un moment qu'on a fait le travail et que... Alors, ça ne marchera pas pour tous les produits, ça ne marchera pas pour tous les types d'emballage, mais le réemploi va s'imposer sur certains marchés. C'est ça qu'il faut travailler. Voilà. Alors, ce que je disais, vous voyez, moi, je vous ai fait une feuille de route jusqu'à 2035. Hein, voilà, on est dans l'expérimentation de nouveaux modèles. On va vraiment une installation du réemploi. Il faut se dire que 2030, on est la fin de l'emballage non recyclable et 2035, on sera dans la fin de l'usage unique non indispensable et nécessaire. Donc il faut vraiment vous mettre dans cette ligne de temps et savoir qu'elle va... alors même si les lobbyistes vous disent non, mais on va reculer les choses, oui, ça peut peut-être être reculé, mais ça va se faire. Ça va se faire. Quand en 2018, j'ai écrit La révolution de l'emballage, je suis administrateur du CNE. J'ai des metteurs sur le marché qui m'ont dit « Mais Fabrice, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Tu vas peut-être un peu loin et tout. » Finalement, relisez, c'est téléchargeable sur mon site. Vous allez voir que j'étais même soft par rapport à ce qui a été fait derrière. Donc, ça va se faire. Voilà vos questions. Ce que je veux dire, c'est pour les gens qui ont demandé, donc c'est juste... Le livre est disponible à mon stand, je vous dirai tout à l'heure, et j'irai faire une séance de dédicace tout à l'heure. Et il vient de sortir en anglais pour les gens qui préfèrent. Alors, rassurez-vous, hein, c'est pas moi qui l'a traduit, donc c'est du bon anglais. Merci Fabrice Pelletier, expert design packaging, avec nous pour cette conférence. On respecte bien sûr en présentiel les mesures barrières, que vous soyez en direct sur mycefia.com ou en présentiel. Nous sommes très heureux de vous accueillir donc pour cette conférence. Il est venu le temps des questions. On vous écoute et je viendrai vers vous pour vous présenter le micro s'il y a bien évidemment des questions. Je vous laisse y réfléchir. On parlait du verre, Fabrice, à l'instant. Pourquoi nous ne revenons pas aux fameuses consignes d'antan ? Parce que vous ne l'avez pas connu, c'est pour ça que vous posez la question. Sûrement. Moi, je l'ai connu. Sûrement. Avec mes cheveux blancs, la bouteille étoilée, il y a quelques personnes qui l'ont connu. La consigne, ce n'est pas un problème d'emballage. La consigne, c'est un problème de circuit. C'est un problème de logistique reverse, d'aller chercher des emballages, de les récupérer, de les ramener, de les nettoyer. Donc la consigne est... D'ailleurs, je dis que la consigne, ce n'est pas forcément le réemploi. On peut faire du réemploi sans consigne. Donc il ne faut pas mélanger toutes les choses. Donc ça peut marcher. D'ailleurs, c'est resté... et la consigne est restée pour le verre en restauration hors foyer. Ça peut revenir sur plein de marchés. Je pense que ça peut revenir sur des marchés frais, d'utilisation quotidienne. À partir du moment où on a un circuit, on fait un circuit qui est un circuit vertueux, encore une fois. Il faut se reposer la question. Il n'y a pas une solution. Donc la consigne est une bonne... Enfin, je ne veux pas dire la consigne, le réemploi, parce que moi, je ne suis pas forcément sur le réemploi consigné.
tout type de réemploi peut être intéressant à partir du moment où il est bien étudié et pas pour tous les produits. Donc on peut comprendre le lait, de la flotte, enfin des produits quotidiens qu'on peut faire des tours, des produits qui sont moins quotidiens, qu'on besoin, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc il y a plein de solutions. Et d'ailleurs, la consigne n'est pas, ou le réemploi n'est pas une solution qui va chasser d'autres solutions. C'est une solution supplémentaire. Et ça dépend où tu habites. Quand tu habites dans mes montagnes et qu'il y a de la neige, bon, bah, le réemploi, c'est pas facile. Nous, on met des molocs. Pourquoi on met les molocs? C'est des trucs parce que nous, par exemple, ça serait totalement impossible, là où on habite, d'avoir des gens qui viennent ne serait-ce qu'une fois, 2 fois par semaine, nous lever des poubelles individuelles. Parce que c'est pas possible, physiquement de faire ça. Donc nous, on a des molocs. Donc il faut que ça s'adapte. Et tout ça s'adapte. Bon, j'ai fait des conférences là-dessus pour expliquer comment on va travailler tout ça. Voilà, mais c'est pas. Voilà, la consigne, c'est très bien. Le réemploi, c'est très bien. Il y en aura. Moi, je suis très pour le réemploi, donc on va pas me. Voilà, mais c'est pas. Je dis pas que c'est la. C'est pas la solution miracle. Non. Et n'oubliez pas que le réemploi, et c'est ça qui est bien dans la loi JAC, devra être néanmoins recyclable, parce que à un moment, l'emballage, fût-il réemployable, a une fin de vie. Des questions? Tout le monde écoute. J'étais super clair. Donc moi, je vous donne rendez-vous. Il y a une petite question là-bas. Oui, pardon, oui. J'ai pas vu. Elle est où? Elle est où la question? Parce qu'il y a avant la barrière et derrière la barrière. Il faut 110 mètres. Alors c'est une question jaune. Jaune. Je ne sais pas si je réponds au jaune. Non, en fait, avec la recyclabilité, je me pose la question de l'alimentarité. Oui. C'est-à-dire, on va peut-être concentrer un certain nombre de polluants qui vont faire qu'au fur et à mesure du nombre de cycles, on va polluer. C'est le même problème sur la biodégradabilité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, je rappelle qu'en plastique, par exemple, seul le PET. Je parle en recyclage mécanique. Après, il y a le recyclage chimique et autres recyclages qui peut amener des solutions à ça. Mais par exemple, le PP, le PE n'est pas contact alimentaire, pas plus que le papier d'ailleurs. Les papiers papier et carton ne sont pas contact alimentaire recyclés. Parce qu'il reste toujours dans la fibre, justement, ne serait-ce que l'encre. Voilà, avec l'encre, puis le petit additif, quoi, le truc qu'on a mis. C'est pour ça que j'y mets fait vraiment attention, la biodégradabilité de ça. Le petit additif, le truc de rien, c'est rien. Mais vous voyez, vous avez un pouillème de machin et tout de suite vous avez un article et on vous dit qu'on vous empoisonne. Donc on ne va pas aller empoisonner la terre et empoisonner les gens. Donc c'est pour ça que je montrais dans les solutions hybrides. Ces solutions-là permettent d'avoir un plastique ultra vierge, c'est-à-dire d'avoir un plastique de bonne qualité de recyclage. Qu'il faut pour assurer un bon recyclage, c'est pas de faire que le recyclage, c'est d'assurer un bon débouché du recyclage. C'est bien beau de dire bottle to bottle, ça fait bien, économie circulaire, ça fait bien, mais si tu mets quelque chose de mauvais au départ, à la finale, tu auras quelque chose de mauvais. Ma grand-mère disait, c'est pas parce que tu tailles les oreilles en pointe à un âne que tu auras un cheval de course. Tu as un âne avec les oreilles en pointe, mais ça reste un âne. Et donc, le recyclage, si on veut faire du bon recyclage, il faut à chaque fois mettre des chevaux de course au début, et puis ne pas les entraver. C'est-à-dire que tu peux mettre des chevaux de course, mais ne pas leur mettre trop d'obstacles. Et on aura un recyclage. Et c'est un petit peu ça qui est derrière cette technologie, un petit peu on essaie de séparer, et il faudra un petit peu de temps, mais vous avez complètement raison, votre marque, elle est valable aussi bien pour le contact alimentaire que pour le retour à la terre, de ne pas foutre n'importe quoi à la terre, et j'ai extrêmement peur avec ça.
Fabrice Pelletier, expert design packaging sur le CEFIA, le premier salon physique depuis cette période Covid. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les dernières questions, il y en a une là-bas. Alors je vais remettre mon masque et je vous rejoins. Je vois pas. Je vois un bras qui se lève. Avec le masque, je vois pas qui. Je sais pas qui. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision, votre avis sur le recyclage chimique? Avantages, inconvénients? J'en parle dans le bouquin. Alors, mon avis, c'est que si ça marche bien, s'il y a un impact environnemental positif, si ça coûte pas cher, si ça génère pas d'autres pollutions, etc. Donc il y a plein de si, c'est génial. À aujourd'hui, si vous voulez, j'ai pas ni suffisamment de recul. Sur le papier, c'est quand même vachement magique. C'est un petit peu de mettre un emballage et de sortir une goutte de pétrole. Enfin, c'est pas de pétrole, hein, c'est du naphte, mais ça fait rêver. Maintenant, bon, on y arrive comment? C'est la question. Moi, je suis naturellement positif. Donc, je trouve que le recyclage chimique, si ça fonctionne, mais le recyclage chimique ne sera jamais un alibi, ne doit jamais être un alibi, même si ça marche bien, pour faire n'importe quoi en amont. C'est-à-dire pas faire d'allègement, pas faire revenir à des choses extrêmement complexes. Donc le recyclage chimique, je suis 100% pour, ça a l'air de bien se présenter. Il y a aussi le recyclage enzymatique, il y a plein de choses. Je pense que, en tout cas, je pense pas, j'espère, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire de l'éco-conception. Mais c'est pas pour autant qu'il faut réserver l'usage unique lorsqu'il est nécessaire et indispensable. Mais c'est pas pour autant qu'il faut revenir à des emballages complexes, etc. Parce que bon, on sait que de toute façon, le recyclage, quel qu'il soit, il y aura de la perte. Il y a de toute façon, pour ça que je dis bottle to bottle, non, c'est bottle to 80% de bottle. Hein, voilà, il faut bien se dire qu'à chaque fois on en perd et que voilà. Voilà, j'en parle dans le bouquin aussi. C'est comme la chromatogénie. Enfin, toutes ces comment ça s'appelle, ces nouvelles choses qui sont arrivées. Bon, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ça va être bien, mais en tout cas, c'est prometteur. La dernière question, s'il y en a une. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des ACV sur les emballages. Ah, une bonne question, ça aussi. Alors, les ACV sur les emballages, on a une position très claire au Conseil national de l'emballage. Déjà, c'est que pour mesurer un emballage par rapport à un avant-après, on doit à minima mesurer 6 critères environnementaux. Alors, il y a beaucoup de gens qui font le raccourci ACV égale carbone. Non, ACV égale pas que carbone. Moi, je rappelle que l'emballage, c'est pas beaucoup de carbone. Hein. On sait que ça représente à peu près 8% du couple contenant-contenu. Déjà, les ACV des emballages, je dis toujours, ça ne sert à rien. On ne fait pas d'ACV d'emballage, on fait des ACV de couple contenant-contenu. Ce qui m'intéresse, c'est l'ACV d'1 kilo d'endives acheté en préemballé par rapport à 1 kilo d'endives en vrac consommées, soit cuites, soit crues. C'est ça qui est l'ACV, parce qu'en fait, on ne fait pas des emballages pour le plaisir. On fait des emballages pour mettre des choses à l'intérieur. Et c'est d'abord les choses à l'intérieur qui ont un impact environnemental important. En moyenne, en produits agroalimentaires, on dit que l'emballage représente à peu près 5 à 8% de l'impact environnemental du couple contenant-contenu. Donc aller gagner des pouillèmes sur l'emballage, c'est des fois le trait de crayon sur le couple contenant-contenu. C'est important, c'est de protéger ce qui contient, que ça soit dans l'endive, dans les fruits et légumes, dans le lait par exemple. On sait, le lait, l'impact environnemental du lait, je suis désolé, c'est pas l'emballage. Par contre, si vous voulez, il faut que l'emballage y soit recyclable.
Il faut que l'emballage soit bien sûr minimisé. Il faut que l'emballage n'appauvrisse pas nos ressources, etc. Donc prenez l'eau, etc. Donc il faut prendre les bons indicateurs environnementaux, pas ceux qui nous arrangent, hein, ceux qui correspondent à la politique de l'entreprise, à sa politique de contenant, contenu. On ne peut pas avoir une politique environnementale dans une entreprise sur la manière dont on produit sa production, c'est-à-dire une production agricole, une production de viande, une production de glace, et puis en avoir une autre sur l'emballage. C'est un ensemble. Et de toute façon, les ACV ne sont que des ACV de couple contenant-contenu. Quand on vous vend des ACV d'emballage uniquement, on vous dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est des ACV de couple contenant-contenu. Fabrice Pelletier, sans langue de bois, expert design packaging, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ça fait du bien d'entendre des applaudissements. Voilà. En vrai. Rendez-vous. Oui, c'est ça. C47 Hall 9. C47 Hall 9, où je vais tout de suite. Alors, juste avant. S'il y en a qui ont amené leur bouquin, j'ai le dédicace. Et puis il y en a d'autres. Voilà. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui ont amené leur bouquin. Donc, alors, juste avant de vous lever, on va dire au revoir à celles et ceux qui nous regardent en streaming. Merci d'être avec nous en présentiel ou en streaming sur mycefia.com. Rendez-vous dans quelques instants pour une nouvelle conférence, comment instaurer une culture de la performance durablement. C'est ici même sur cette nouvelle édition du CEFIA, édition 2021. À tout de suite.